Je m'appelle Eva, je suis arrivée de Pologne en décembre 1965, donc à l'époque de l'élection de Charles de Gaulle, enfin qui était mis en ballottage par Mitterrand. C'était un grand événement parce que tout le monde pensait que de Gaulle allait passer au premier tour. Et ce n'était pas le cas. Et toi, tu y arrives? Donc moi j'arrive, je portais finalement, de Gaulle était élu et les gens autour de moi étaient plutôt contents. Tu lui as porté chance à De Gaulle, du coup. Mais oui, mais bon, il n'avait pas besoin de moi, il était déjà élu avant. Donc voilà. Et alors, est-ce que tu peux décrire le quartier où on se trouve et pourquoi est-ce que tu as choisi ce quartier à Rapouty? Je n'ai pas choisi ce quartier, au fait. Je n'ai pas choisi. Je me demande si j'ai vraiment choisi quoi que ce soit dans ma vie. En tout cas, mes adresses successives, c'est vraiment des hasards. Je cherchais toujours à acheter un peu plus grand avec des plans d'épargne logement, des crédits qui m'assassinaient. Il fallait toujours payer. Oui. J'ai triché avec les banques, ce qui fait que mes remboursements, ce n'était pas un tiers de mes revenus, mais plutôt 90%. Ah oui. Mais bon, je me suis débrouillée. Comment est-ce que tu faisais pour tricher avec les banques? J'avais des fausses fiches de paie. À l'époque, c'était assez facile. Comment est-ce que... Et puis j'avais des patrons complaisants. J'avais surtout un patron américain qui m'écrivait tout ce que je voulais. Okay. J'avais des... Et puis parce qu'il savait que j'allais payer. Okay. Donc il me faisait des fausses fiches de paie, des attestations plus étranges. On va par où? Alors je pense qu'on peut commencer ici. On est au carrefour de la rue d'Anguin de Cobourg-Poissonnière. Alors, donc on est dans un quartier dans le nord de Paris, comme tu sais. Le nord de Paris, c'était le commerce et l'industrie. Le sud, c'était la vie intellectuelle autour de la Sorbonne, les éditeurs, les étudiants, les librairies. Il n'y en a presque plus, mais enfin bon, comme il n'y en a plus d'étudiants non plus, d'ailleurs, et puis ceux qui existent, paraît-il, qui ne lisent plus, en tout cas. Et puis les centres, c'était le pouvoir, Notre-Dame, c'est-à-dire l'église et le roi avec le Louvre, et le nord, c'était l'industrie et le commerce. De grands commerces, il nous reste encore les Galeries Lafayette et le Printemps, un peu les BHV, et puis tous les autres magasins de ce type-là ont disparu. Il y en avait tous les faubourgs, tous les quartiers de la rue Romur, c'était que des grands magasins. Il n'y en a plus du tout. Bon, ensuite, donc, il y avait, comme on est à Paris, dans le centre, il n'y avait pas de grosses usines, mais il y avait beaucoup d'ateliers. Donc, les ateliers de couture autour des sentiers. Et ici, on est dans le prolongement d'une certaine façon. C'est toujours des ateliers. Donc, pas des grosses usines, mais des ateliers. Les immeubles qui souvent étaient construits pour ça. Il y a très peu d'habitations ici, il y en a un peu, mais surtout les immeubles qui étaient construits pour être des ateliers. Et ici autour, donc, c'était surtout les ateliers de fabrication de fourrure. D'ailleurs, ici, on a un café qui s'appelle, de manière très coquette, au fourreur, alors qu'il n'y a plus de fourreur. Mais bon, c'est un peu le souvenir parce qu'on est toujours un peu dans la nostalgie. Il n'y a pratiquement plus de fourreurs, alors que toute cette rue, tout ce coin, la rue d'Hauteville entière, c'était que des ateliers de fourrure. La fourrure a disparu. Maintenant, elle revient, paraît-il, mais comme m'a dit mon vieux voisin, maintenant la fourrure est de nouveau à la mode, mais il n'y a plus de gens qui savent la faire. Donc, il y avait la fourrure, il y avait aussi les ateliers qui fabriquaient le cuir et les jeans. C'était un boulot de mecs. Les cuirs et les jeans, il fallait vraiment plier les tissus qui sont très très durs, donc c'était un boulot d'homme. Ce qui fait qu'ici, il y avait énormément d'immigrés turcs qui se sont spécialisés dans ce commerce. D'ailleurs, quand on va arriver un peu plus loin, on appelle ça Little Istanbul. Je ne savais pas du tout. Il y avait beaucoup de Turcs. Et comme finalement, petit à petit, ces ateliers se sont délocalisés en Asie, les Turcs, qui sont des gens extrêmement actifs et honnêtes, se sont recyclés. D'ailleurs, ici, tu vois l'atelier Faubourg, ce sont des Turcs qui ont fait, comme beaucoup de Turcs ici, l'atelier de retouche. Il y a beaucoup de retouches turques et puis surtout, il y a beaucoup de restaurants turcs qui sont tous vraiment pas chers et tous absolument délicieux. Que ce soit un petit buis-buis ou des rias qui est un peu chic ou qui belaient, ils sont tous à peu près au même prix et ils sont tous absolument délicieux. Voilà.
Donc on peut continuer ici. Donc tu vois qu'il n'y a plus ici ta fourrure de fourrure. Il y en a un tout petit peu là encore, il y en a deux. Il y a le grand Samron qui fait des fourrures modernes, c'est-à-dire les fourrures rouges, bleues selon les saisons. Je lui ai demandé qui achète ça, il m'a dit les Libanais. Que ce sont les principaux clients. Et je dis, mais est-ce qu'au Liban, il fait si froid? Bien sûr qu'il y a des endroits où il fait froid. Mais il a dit surtout, ce sont les Libanais qui ont des familles aux États-Unis. Donc, quand ils vont en Amérique, ils aiment se montrer un peu avec les vêtements chic parisiens, chers. Et il nous reste encore le grand maître. Le grand maître absolu, malheureusement, il part en vacances maintenant parce qu'il est à la retraite. Philippe Orphée, qui est un immense maître de la fourrure, qui fait des choses absolument sublimes pour la haute couture. Voilà. Donc, de temps en temps, il faisait comme ça encore une pièce, mais magnifique, avec des visages. Par exemple, je l'ai découvert parce que dans son atelier, j'ai vu de la rue, il y avait sur les visons noirs, un manteau en vison noir, il y avait en lamelles les visages en blanc, un vison blanc d'Edith Piaf. Ah, c'était pour Jean-Paul Gaultier, pour la haute couture de Jean-Paul Gaultier. Ah. Alors, bon, comme tu vois ici, déjà, on a fait comme 1, 2, 3, 4 maisons. Il y a déjà 3 restaurants. Oui. Parce que plus, celui-ci, non 4. Oui, 4, 5. Oui. D'ailleurs, j'ai compté une fois que dans la rue, il y a à peu près 25 endroits où on peut boire ou manger. Sur 54 numéros, c'est pas mal. Ah oui, effectivement. Oui. Pas tout le temps au même endroit, pas toujours à la même heure, mais vraiment ici, on ne peut pas mourir de faim. Non. Parce que finalement, tous ces ateliers de fourrure sont devenus quelque chose. C'est pour ça que j'aime aussi ces quartiers, parce que en réalité, il n'y a pas de défaitisme. Ce qu'il y avait, bon, ça s'est transformé en autre chose, qui est toujours actif. Oui. Donc, il y a beaucoup de restaurants qui fonctionnent très bien, beaucoup de fast-food, malheureusement, dans Faubourg Poissonnière, c'est une immense cantine. À midi, il y a vraiment toute la rue mange. Toute la rue mange, il y a une boulangerie qui font des sandwichs hors de prix, mais qui sont magnifiques. Les gens font la queue pour les bols, pour les sandwichs, et ainsi de suite. Ouais. Et les ateliers qui étaient au rez-de-chaussée, surtout au rez-de-chaussée, je ne sais pas pourquoi, sont devenus soit des bureaux d'architectes, oui, soit des studios d'enregistrement audio ou les photos, les ateliers de photos un peu haut de gamme pour la mode. D'ailleurs, quand il y a les Fashion Week à Paris, on voit des gens de toutes extraordinaires, une faune extraordinaire devant ces ateliers, justement, anciens ateliers de fourrure, qui viennent pour se faire photographier. Voilà. Et ici, tu vois cet immeuble industriel magnifique où il y avait tous ces ateliers. Au rez-de-chaussée, mon voisin avait un magasin de livraison, de vente, pas de livres, mais je sais pas, il ne fabriquait rien, il importait c'était des accessoires pour les fourreurs. Ah. Ce qui fait que quand on parle avec un fourreur qui existe encore par-ci, par-là, ils le connaissent tous. Oui. Parce que tout le monde achetait soit les boutons, soit les agrafes, soit les doublures. Et finalement, à 72 ans, il a décidé de fermer parce qu'il a dit que les loyers sont maintenant trop chers. Et surtout, il n'y a plus tellement de clients. Oui. Donc, il y a tout cet immeuble. D'ailleurs, c'est ce que j'aime aussi dans ce quartier, c'est qu'il est vraiment le concentré de tout Paris industriel. Oui. Ce sont beaucoup d'architecture industrielle, mais pour les ateliers, pas les usines. Hein. Oui. C'est un grand atelier, mais bon, qui n'existe plus. Non, ce sont des bureaux. D'ailleurs, on voit encore un peu de fabrication, mais des choses plutôt des modèles. Oui. C'est des modèles qu'ils vendent ensuite pour l'industrie, mais là, tu vois, une cuisine thaï, il y a toutes sortes de cuisines ici. Il y a la thaï, il y a les chinois, il y a trois immenses restaurants chinois à la place des ateliers toujours. Et leur clientèle, c'est surtout des Chinois. Mais sinon, ici, c'est pas vraiment un quartier touristique parce qu'il n'y a rien il n'y a pas d'immeubles comme ça, de références à visiter. Il n'y a pas de musée. Si, il y a un musée de chocolat mais sur le boulevard, mais c'est surtout les enfants qu'on amène,
que les enseignants un peu modernes emmènent pour les encourager à visiter les musées. Donc avec le chocolat, c'est plutôt une bonne entrée dans la matière. Mais il y a le Grand Rex juste à côté. Oui, bien sûr. Le Grand Rex, c'est la plus grande salle de cinéma d'Europe, je pense. Il faisait au départ 2800 places. C'est là où on lance chaque année, vers Noël, le nouveau Disney. Le nouveau dessin animé de Disney démarre en France toujours par le Grand Rex. Où on voit des immenses queues des enfants avec les grands-parents, parce que c'est les vacances scolaires. Et à cette époque-là, ils mettent en marche la féerie des eaux, qui est une chose absolument extraordinaire, parce qu'on voit des fontaines sur scène. Et il y a aussi l'eau qui gicle des balcons vers la Seine, avec évidemment le jet de lumière. C'était très moderne à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, on fait beaucoup mieux sans l'eau, mais enfin, avec les jets de lumière, ils sont beaucoup plus sophistiqués. Mais en tout cas, je crois que Rex était un peu le précurseur. Alors, je dois t'avouer que tu as levé un mystère pour moi, parce que je ne savais pas du tout pourquoi il y avait autant de retoucheurs turcs à Paris. Je viens de comprendre pourquoi, grâce à toi. Mais parce qu'ils travaillent. Oui, mais c'est parce que je sais qu'ils étaient venus pour travailler dans ces ateliers, comme tu le disais. Oui. Et donc, ma question était la suivante. Toi qui connais tant sur le quartier, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'immeubles haussmanniens autour de ce quartier ? Si, il y a des immeubles haussmanniens sur le boulevard. D'accord. Mais pas dans cette rue, parce que cette rue était construite, elle était percée en 1792. D'accord. Donc très tard. Oui. Haussmann commence vers 1840. Donc cette rue qui était déjà construite avec des immeubles modernes, parce que les appartements, les peu qu'il y en a, il y a quelques appartements, notamment les miens. Ce sont des très grands appartements modernes et il n'y avait pas vraiment de raison de les démolir pour construire des Haussmann. Oui. C'était pas des taudis. Oui. Et ça n'allait pas devenir potentiellement des lieux de barricades. Non, pas du tout, parce que c'est une rue étroite. Donc les barricades, c'était pas non plus. C'est pas vraiment. C'est une toute petite rue finalement. Oui. La rue d'Hauteville aussi, c'est une petite rue. Elle vient de nord au sud. Ici, il y a encore 3 ateliers de couture dans la rue d'Hauteville. Mais sinon, c'est toujours transformé. Dès qu'une boutique ferme, en général, c'est toujours la nourriture. C'est-à-dire, il y a toujours soit un bar, soit un petit resto. Là, tout ça, ce sont des restaurants qui sont nés. Il y a aussi une salle de sport. Il y a une salle de sport, oui. Il y a la dernière coqueluche parisienne, ce sont des fléchettes. Oui, et l'escalade. Oui, c'est vrai, il y en a énormément. Donc c'est vraiment, cette rue est un concentré de tout. Il y a de tout ce qui se fait, mais à petite échelle. Encore que cette salle d'escalade est assez grande, les fléchettes c'est assez grand, mais enfin grand tout relatif, évidemment, c'est pas les dimensions américaines. Il y a aussi, en effet, des choses de sport. D'un côté, il y a les yoga pilates, de l'autre côté body heat. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne très très bien. Ici, il y avait une boucherie turque qui est devenue une friperie. Et qui est devenue finalement, oui, mais comme c'est une rue où personne ne vient ici pour s'habiller, elle n'a pas duré longtemps parce que les fripes, il faut que ce soit visible. Oui. Les restaurants, non. Parce que les restaurants, c'est le bouche à oreille. Oui. Tandis que les fripes, non. Mais alors, tu sais, quand tu m'as dit qu'on allait se retrouver autour des grands boulevards, j'ai pensé que tu allais raconter un peu un Paris qui était différent. Par exemple, celui des théâtres, qui était très marqué au grand boulevard. Oui. Mais là, je découvre que c'est un endroit aussi qui avait une histoire avec la mode à travers ses différents ateliers. Oui. Donc, bien sûr. Et quand toi, tu étais arrivée à Paris en 65, est-ce que tu peux nous ramener vers ce à quoi ressemblait Paris ? Fais-nous remonter le temps avec toi, Eva. Déjà, toi, tu es venue pour Déjà, ce qui est extraordinaire quand je suis arrivée à Paris, c'est qu'on pouvait entrer dans un musée. Oui. Directement à la caisse, acheter un billet, entrer dans le musée. D'accord. Et voir tranquillement les œuvres. Ce qui est totalement impossible aujourd'hui. Même avec la carte de musée, je suis obligée de réserver 3 semaines à l'avance. On ne peut pas entrer. Parce que, heureusement ou malheureusement, on a libéré tous les pays de l'Est. Donc, maintenant, ils peuvent voyager, ils voyagent. Donc, on est vraiment maintenant assommés par les touristes, ce qui n'était pas le cas avant, ni à Paris, ni à Rome. À Rome, on entrait dans la basilique Saint-Pierre quand on voulait. Maintenant, essaye. Mais alors donc, quand tu es arrivée, ce qui t'a frappé, c'était l'accessibilité des musées en arrivant à Paris. Absolument, et que les musées, j'aimais beaucoup. Par exemple, quand on entrait au Louvre,
C'était pour moi un souvenir absolument extraordinaire. Je suis entrée au Louvre, je me retrouvais en face des Nike, la fameuse sculpture de la victoire de Samothrace. Et elle était en face de moi et c'était une émotion absolument extraordinaire. Maintenant, quand on entre par la pyramide et on descend, on a l'impression d'être dans un aéroport quelconque avec un grouillement. Mais tu sais, ce qui me frappe, c'est que donc toi, à ton arrivée, il n'y avait pas encore la pyramide. Non. C'est vrai, ça Il n'y vient avait pas la pyramide. En fait, il n'y avait pas du tout c'est les grands travaux, c'est Mitterrand. Oui. Voilà. Et là, on arrive encore dans une chose emblématique à Paris. Ce sont des imprimeries du Petit Parisien. C'était ici les imprimeries du Petit Parisien? Du Petit Parisien, c'était ça les imprimeries. À l'immeuble suivant, d'ailleurs, on voit le monogramme PP. Alors, c'est le Petit Parisien. Alors moi, je connais l'histoire du Petit Parisien comme journal d'opinion, mais est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu ce que ça représentait à l'époque, le Petit Parisien, à la fin du 19e? Voilà. En plus, c'est un journal très anti-Dreyfusard, de mémoire. Dreyfusard, hein? Très anti-Dreyfusard. Non, c'était toujours un journal réactionnaire, d'ailleurs, pendant la guerre. C'était un peu le CNews de l'époque. Mais pendant... en tout cas, pendant la guerre, il collaborait. C'était un journal collaborationniste. C'est pour ça qu'il a dû changer le nom après la guerre. Et devenir On a supprimé, l'État a évidemment réquisitionné toutes les réfractifs. C'est un archive qui est ici. Magnifique immeuble. Il est très magnifique immeuble industriel. Wow, à côté des bureaux qui sont là. J'ai jamais vu des fenêtres pareilles. Elles sont grandioses. Ouais. Et au dernier étage, évidemment, c'était soit les bureaux, soit les appartements de la direction. C'est toujours comme ça dans les immeubles industriels à Paris. Il y a le côté production et au dernier étage, c'est les patrons qui habitent. On a reproduit au bureau le découpage haussmannien des immeubles. Absolument. À savoir, plus on est riche, plus on est haut. Exactement. Parce que tout ça, ce sont des immeubles évidemment relativement modernes. C'est le début du 19e siècle. Ouais. Et là, tu verras donc ces monogrammes PPP, donc les rotatives étaient réquisitionnées, les journalistes virés, Oui. et les Parisiens a changé de nom pour les Parisiens libérés. Voilà. Les Parisiens libérés, qui a donc repris les anciennes rotatives, les ouvriers parce qu'on considérait que les ouvriers n'étaient pas responsables de leur patron. Non seulement collaboraient, mais collaboraient de manière plus qu'active, de manière justement stigmatisant les étrangers, les juifs. Enfin bon, c'était vraiment un journal très, 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 très collaborationniste, on peut dire. Plus que d'autres, parce que par exemple, les Figaro n'a pas eu ces problèmes. Non. Figaro a foutu le camp en province. Et puis quand la zone libre était aussi occupée, il ne collaborait pas. Disons qu'il n'était pas actif. Il ne faisait pas d'une collaboration active, disons. Ils acceptaient évidemment la censure, mais ils ne faisaient pas non plus l'apologie de cette politique. Alors regarde des pépés dans les deux médaillons. Oui. Voilà. Oui. Alors maintenant, au rez-de-chaussée, il y a un grand centre pour les Kurdes. Alors là, un journal aussi raciste, je pense qu'ils doivent se ressembler dans leur tombe. Les Kurdes. Donc les Kurdes sont là. C'était d'abord un centre culturel qui est devenu petit à petit un centre démocratique. Donc il s'est beaucoup politisé. Oui. On voit d'ailleurs sur les murs de loin les photos de leurs martyrs, qui sont très nombreux. Ok. Toujours beaucoup de plantes. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ces plantes, je ne sais pas. Il y a toujours beaucoup de plantes. Elles sont très jolies, ces plantes. Ouais. Et c'est rare de voir des devantures comme ça, avec autant de plantes positionnées. Ouais. Les plantes sur l'escalier, toujours. Je me demandais si ce n'est pas les voisins qui partent en vacances qui les mettent, mais non, ils sont là. Ces plantes sont là toute l'année. Alors là, ici en face, restaurant pourpre, mais un peu particulier, parce que ce n'est pas vraiment... C'est une cuisine traditionnelle kurde soit, mais il s'appelle Avesta. Donc c'est une branche qui est quand même liée à la religion mazdéenne, qui n'est pas tout à fait, c'est pas vraiment l'islam. D'accord. Pas du tout même. C'était une religion pré-islamique.
très ancienne, magnifique d'ailleurs, D'accord. Mazda. Et c'est un restaurant très simple avec la musique le soir. Et il vit quand même assez bien avec le Centre démocratique kurde qui est surtout un siège évidemment de PKK qui est la bête noire du président turc. Voilà. En fait, ton quartier est un incident géopolitique apaisé à lui-même. Et ça dépend de jour parce qu'il y avait quand même des assassinats ici. Hein. Quand est-ce qu'il y a eu des assassinats? Mais il y a déjà, c'est déjà plus de 10 ans, je crois qu'on a assassiné 3 jeunes femmes. Dans les caves et on n'a toujours pas trouvé les coupables et ils considèrent tous que l'État français ne veut pas les trouver, les coupables. Et tous les mercredis, il y a une petite manifestation qui va jusqu'à l'Arc de Triomphe de Louis XIV pour rappeler qu'on n'oublie pas ces victimes. D'accord. Et puis il y a eu aussi une fusillade il y a déjà, je sais pas, 3 ans, 4 ans je crois. Je me souviens que c'était Noël. Je ne sais pas, il y a un fou qui cherchait les étrangers. Et comme il n'a pas trouvé les Arabes, il s'est acharné ici, il a quand même tué quelques personnes qui... Je ne sais pas, c'était pas forcément le Kurde qui a tué. C'était ici, oui. Ah oui. Ah, mais ma rue est riche. D'ailleurs, dans là où il y a des rotatives, donc il y avait des rotatives de Parisiens. Il y avait, à l'époque des élections de Sarkozy, c'était son siège de campagne. Ah, ok. Donc j'étais complètement hallucinée quand j'étais d'ailleurs en vacances justement en Turquie et j'ai vu sur l'écran de ma télé à Istanbul ma rue. D'ailleurs, pour entrer dans la rue, il fallait que je monte une pièce d'identité, alors qu'il n'était pas encore président. Ah. Vraiment, il a toujours été très très surveillé. On se moque de Poutine qu'il est tellement surveillé. Il n'y a pas que Poutine qui est surveillé, vraiment. Et ici, c'est aussi un immeuble industriel qui aujourd'hui est un siège de Greenpeace. Ah, ok. Donc tu vois, ma rue est très riche. C'est incroyable. On dirait pas sur 54 numéros. C'est incroyable. Il y a 2 hôtels, il y a 24 ou 25 endroits où boire et manger, salle de sport. D'accord. Et voilà, tu vois, le Greenpeace qui met toujours des grands pancartes comme ça. Et alors, il y a quoi comme pancarte aujourd'hui? Alors maintenant, co-construisons. Le moyen préfigure la fin. Ah, qu'est-ce qu'ils ont mis encore? Compte sur vous toutes. Non à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. On ne saura pas, ce sera un mystère. Il y a une nouvelle équation. Ensemble, on est toutes plus fortes. Et alors, Eva, tu sais que tu es l'une des rares personnes à avoir vécu mai 68 à Paris. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous ramener dans le temps et nous dire à quoi ça ressemblait? Écoute, moi, j'étais à la cité universitaire. On était très, très actifs, évidemment. On a viré le secrétariat qui était juste dans l'entrée, qui donc voyait les entrées et sorties. Comment ça, vous les avez virés? Comment? En matin, vous leur avez dit... Donc, on les a virés un peu sur les côtés pour qu'ils ne nous regardent pas trop. On a obtenu que les garçons et les filles puissent monter dans les étages des uns des autres, parce que les garçons pouvaient venir chez les filles une fois par semaine, le samedi après-midi, de telle heure à telle heure. Ah oui. Maintenant, les étages sont mixtes et tout ça, mais ce n'était pas encore le cas en 68, ça n'allait pas si loin. Mais en tout cas, on a obtenu qu'on pouvait entrer les gens chez les autres à n'importe quelle heure. Tandis que les filles ne pouvaient pas du tout monter chez les garçons. Pas du tout, même ça. Ensuite, il y avait donc des manifs dans Paris. Je suis allée dans une manif et j'ai entendu le slogan CRS-SS. Quand j'ai entendu ce slogan, j'ai quitté la manif. Je suis rentrée chez moi à la cité universitaire. J'ai décidé donc de rattraper le retard universitaire. J'avais au programme les essais de Montaigne. Et pendant le reste du mai 68, j'ai lu les essais de Montaigne. Donc, tu as participé à une seule manifestation? Une seule, et encore pas jusqu'au bout. Ouais. Parce que je suis assez d'accord avec... finalement, j'ai découvert moi-même, avant que Camus il était déjà mort, mais enfin, on disait ça, que c'est les enfants des riches qui jettent les pavés sur les enfants des pauvres. Parce qu'en fait, les CRS, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas même un tout petit concours. C'était des gens, en effet, des familles très modestes qui entraient dans les bataillons, disons, des CRS.
qui subissaient donc ces slogans des bourgeois qui n'avaient rien à faire là. En fait, c'était la révolution de je ne sais quoi contre. Enfin, je ne sais pas. Non, ils savaient pas trop quoi d'ailleurs. Alors nous, aujourd'hui, on le voit comme la révolution sexuelle. C'est comme ça qu'on... Oui, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup ça. C'était beaucoup ça parce que ça coïncidait à peu près avec la contraception. Et en effet, on s'est beaucoup amusé. Moi-même d'ailleurs, beaucoup à la cité universitaire. À juste titre. Ah oui, je me suis beaucoup amusée. C'est-à-dire, je peux dire que je me suis exercée jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Là, c'est un restaurant qui est dans Goemio, très très cher. Et ici, il y a aussi une très ancienne imprimerie. Il fait des choses assez chic, sur commande. Qu'est-ce qu'on peut imprimer de très chic? Oui, comment très chic, parce qu'ils font, on regarde en vitrine tout ce qu'ils font, les prospectus, assez luxueux. Oui. C'est le contraire des copy-top, qui est de l'autre côté. Mais elle est incroyable, cette rue. Oui. Donc, en vitrine, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est vraiment un peu l'imprimerie à l'ancienne. Mais alors, elle est là depuis le 19e siècle, d'ailleurs. Mais alors, Eva, donc tu disais que tu avais participé juste à une seule manifestation. Oui. Mais pour nous qui sommes aujourd'hui habitués aux grèves et potentiellement aux transports qui ne fonctionnent pas, quand on nous dit que mai 68, tout le pays était littéralement à l'arrêt, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble? On marchait. D'ailleurs, j'ai perdu mon travail à cause de ces petits bourgeois, parce que j'ai travaillé très très loin dans le 16e arrondissement, j'habitais la cité universitaire, je ne pouvais plus aller travailler tous les jours, normalement. Oui. Donc, grâce à la révolution des bourgeois, j'ai perdu, moi, la fille des prolétaires, j'ai perdu mon emploi qui était formidable. Et par exemple, donc on devait marcher. Quelle était l'ambiance, par exemple, dans les restaurants, dans la ville, dans les rues? Je ne me souviens pas des restaurants. À l'époque, tu sais, les restaurants, c'est en fait la mode des restaurants au quotidien, disons, c'est venu beaucoup plus tard. Ah, c'est vrai? Avant, on n'allait pas tellement au restaurant. On allait de temps en temps. Mais il n'y avait pas, par exemple, ici au coin de la rue, il y a la fameuse Jeannette. Je vois tout le temps des gens, tout le temps des jeunes et tout ça. Nous, on n'avait pas du tout cet usage-là des restaurants. Il y avait des restaurants. Okay. D'ailleurs, ça m'est un peu resté. Quand je vais au restaurant, c'est un peu gastronomique. Sinon, je trouve que je peux faire ça moi-même. Tu comprends? Si c'est tout faire côte de porc, coquillettes ou steak frites, je n'ai pas besoin de restaurant. Si je vais au restaurant, il y a un magnifique là, rue de l'Échiquier, tenu par un Sénégalais. Génial. Donc là, en effet, les plats commencent à 25 €. Mais ça, oui. Mais par exemple, je n'ai pas l'idée d'aller chez Jeannette. Donc en fait, tu es en train de dire que nous, la conception qu'on a, qui est d'être très sociable dans les restaurants, est quelque chose de nouveau. C'était pas... C'est-à-dire les restaurants comme ça, où on va juste pour manger, c'est nouveau. Ouais. Parce que c'est un peu je trouve que c'est un peu la tendance américaine. C'est-à-dire on mange pas chez soi, on mange dehors. Même d'un petit truc. On mangeait pas des petits trucs. Les restaurants, c'était un très plat dessert. Et un verre. C'était pas juste manger un plat du jour. Ça n'existe pas. D'ailleurs, je me souviens, mon patron m'a invité au restaurant, j'ai pris une entrée, un plat, je n'avais plus envie de dessert. Il m'a dit non, il faut le prendre, sinon le patron ne sera pas content. Parce que c'était ça la composition des repas. Donc, le restaurant, on s'asseyait, on passait du temps. C'était pas comme ça manger sur le pouce, tu vois, à l'américaine en fait. Toute la, si tu veux voir comment ça fonctionne d'ailleurs de près, c'est Faubourg Poissonnière, tu verras à midi, entre midi et 2h, tout le monde mange. J'aime bien l'expression que tu as utilisée, que c'est une cantine à ciel ouvert. Oui, c'est ça, exactement. Mais alors, moi j'ai encore des ateliers ici, qui ne sont plus des ateliers. Il y a un peu de showroom, ce qu'on appelle des showrooms dans la rue. Oui, donc en fait, c'est pour que des grandes marques les utilisent pour exposer. C'est ça. D'ailleurs, cet ancien Parisien libéré, les rotatives, c'est un magnifique endroit. Ils changent tout le temps de propriétaires, mais ce sont souvent des marques justement un peu à la mode des jeans. Je ne me souviens plus le nom, mais je sais que quand je vois parfois, quand c'est affiché, je vois que ce sont un peu des jeans à la mode. D'accord. Voilà. Alors moi, j'avais une autre question. Quand tu es arrivée de Pologne, quelle est la première chose qui t'a frappée sur la vie parisienne en 65? La liberté. C'est que les gens étaient habillés n'importe comment, tandis que les Polonaises étaient toujours tirées à 4 épingles. Sérieusement, tu dis... Alors moi, ce qui m'a frappée, c'est que j'ai revu récemment un film qui s'appelle
qui était qui se passait à Paris en 62. Et ce qui m'avait frappé, c'est que j'étais incapable de déchiffrer l'âge des gens tellement tout le monde était tiré à 4 épingles à Paris. Non, c'est pas tiré à 4 épingles, c'est que tout le monde est habillé pareil. Ce n'est pas la même chose. Donc il y avait un enfant qui parlait, je ne savais pas s'il avait 16 ans ou s'il en avait 40 parce qu'il portait un costume. Et comme il y avait cette intonation parisienne qu'on entend sur les archives de l'INA, j'ai vraiment été... j'étais incapable de connaître l'âge des gens. Et c'était très uniformisé, effectivement. Les femmes et les hommes s'habillaient de façon... Non, mais ça a beaucoup changé. C'est-à-dire l'uniformité de vêtements, c'est quelque chose de nouveau. Parce que quand je suis arrivée en France, il y avait énormément de boutiques. Moi, d'ailleurs, je travaillais dans une boutique comme ça. Je travaillais même dans un atelier de tricot. Je finissais les tricots et je les mettais sous plastique. Et je sais que vraiment, on pouvait comme ça tomber dans les pommes devant une vitrine d'une petite boutique parce qu'il y avait des choses magnifiques. Et les femmes avaient leur boutique qui correspondait un peu à leur style. Il n'y avait pas cette espèce de choses tout le monde pareil, quoi. Il y a très peu maintenant. Il y a quelques boutiques maintenant qui renaissent dans Faubourg Poissonnière. Il y en a encore quelques-unes, un peu multimarques, comme on dit. Mais ce n'est plus du tout cette variété. Parce que, par exemple, la boutique où je travaillais, il y avait au moins 7 marques de vêtements qui étaient assez importantes, quoi. C'est-à-dire, c'était des usines un peu partout en France. À Paris, d'ailleurs, tout Belleville fabriquait des vêtements, tout Sentier. Je connaissais d'ailleurs, j'avais une copine qui travaillait pour Sonia Rykiel et qui nous faisait les vêtements en douce, selon que c'était totalement interdit. Ça, c'est très parisien comme amitié. Oui. D'ailleurs, on allait chez les grossistes, on disait de la part de quelqu'un, ils nous vendaient les vêtements à moitié prix. Les grossistes, je ne sais pas où ils sont maintenant, je crois qu'il n'y en a pas. Maintenant, les grossistes sont remplacés par les soldeurs. Alors, il y en a surtout... Il y a les soldeurs. Je sais qu'il y en a un tout petit peu à Aubervilliers maintenant. Pas un tout petit peu, beaucoup. Beaucoup. Il y a des usines gigantesques de grossistes. Oui. Gigantesques. Oui. C'est toute importation chinoise. Oui. Mais moi, je te parle des grossistes qui fabriquaient à Paris. Oui. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Donc là, voilà, on est chez Jeannette. En face, il y a le Morissette. Quelqu'un m'a demandé un jour si je suis Morissette ou si je suis Jeannette. Parce que ce sont deux endroits ici. Tu entends les langues étrangères ici. Oui, beaucoup. Ce sont deux endroits où il n'y a que des jeunes blancs. C'est pas la peine de faire des lois apartheid, il se fait tout seul. Tu vas un peu plus loin à droite, il y a quelques endroits où il n'y aura pas de blancs. Oui. Il y a un café, par exemple, dans le passage des petites écuries, il n'y a que des Turcs. Oui. Et moi, je suis entrée une fois comme ça, pour montrer qu'on peut quand même faire autrement. Oui. Je demandais un thé, ils me l'ont servi en me regardant, non pas avec hostilité, mais avec étonnement. Voilà, on arrive au Faubourg Saint-Denis. Ouais. C'est donc l'arrivée, tu vois, l'Arc de Triomphe de Louis XIV, qui a été construit pour sa victoire à Maastricht. Maastricht est toujours présent dans l'histoire de France, pour des raisons plus ou moins avouables. En tout cas, c'est ça, parce que tu sais, par là, on arrivait du nord de Paris, parce qu'après le couronnement du roi, il allait d'abord à la basilique Saint-Denis pour s'incliner sur la tombe de leurs ancêtres. Et il allait tout droit vers Notre-Dame et vers le Louvre. D'accord. Ce qui fait que c'était la rue principale à Paris, autrefois. Il en reste que les prostituées de la rue Saint-Denis, de cette époque-là. C'est vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu me racontes ça, c'est assez inconcevable que ça a été la rue principale de Paris à une époque. Oui. Mais c'était ça ma prochaine question. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'est devenu le haut lieu de la prostitution à Paris ? Parce que c'était le long des processions. Ouais, t'es où ? Ah, ok. Donc il y avait une demande. Il y avait une clientèle. D'accord, effectivement. Mais ce que j'aime quand on a débarqué dans cette partie-là de la rue, c'est l'explosion d'odeurs de bouffe qu'on a eu dans la rue. Oui, mais ça, c'est les restaurants turcs. Surtout turcs, pas seulement. Parce que maintenant, il y a maintenant une pizza, mais c'est une pizza en réalité turque. Elle fait semblant de... Mais tout ça, c'est que les Turcs, ils sont tous, comme je t'ai dit, délicieux. Ensuite, il y a les passages de l'industrie. Dans les passages de l'industrie, il y a les fournisseurs pour coiffeurs. Ok. On peut acheter la teinture pour les cheveux, les produits
les produits pour les salons de coiffure et les salons de cosmétiques. D'accord. Ils font des prix, en effet, les prix de gros, je ne sais pas si tout le monde y a droit. Ici, il y avait surtout la bouffe. Il y avait beaucoup de marchands de fruits et légumes. Ils ferment les uns après les autres. Ici, par exemple, il y avait un très important. Il est devenu une pharmacie. Là-bas, Roger, qui était ouvert dimanche, un magnifique magasin de fruits et légumes. Maintenant, ce sont des petites boutiques arabes. Et ça change, c'est-à-dire... Ce que j'aime finalement, c'est que ça ne disparaît pas, ça change. Ouais. C'est qu'il y a quand même un côté optimiste. Ce n'est pas qu'il y a des choses vides comme ça. Non, il y avait une chose, il y a autre chose. Oui. Voilà. Et alors là, il y a cette chose magnifique et le passage. Mais attends, il y a une question importante. Oui? Tu es plutôt chez Jeannette ou Morissette? Il faut que moi, ni l'un ni l'autre. Parce que moi, je te dis, allez n'importe où. Allez surtout chez mon Sénégalais, rue de l'Échiquier, qui est une merveille. Et qui a vraiment tout Paris artistique parce que sa femme était habilleuse de cinéma. Je crois qu'elle l'est toujours d'ailleurs. Il vient de temps en temps lui donner 2 coups de main parce qu'évidemment, il ne trouve pas du personnel, comme tout le monde, dans les restaurations. Mais il draine un peu cette clientèle justement de théâtre-cinéma à cause de notamment, non seulement parce que c'est très bon, mais aussi parce que les relations professionnelles de sa femme viennent là. Par exemple, Hassan Avici, paraît-il que c'est sa cantine. D'accord. Bon à savoir. Parce qu'il habite dans les coins. Bon à savoir. Voilà. Alors, ici, on arrive, donc, on a fini donc, au rue Montorgueil. Il y a ce magnifique bazar parce qu'en fait, les drogueries françaises ont pratiquement disparu. Il y en a une rue Montorgueil, mais c'est tout. C'était quoi les drogueries françaises? Mais c'est ça, c'est-à-dire que tu trouves un peu de tout. D'accord, c'est un bazar. C'est un bazar, oui, mais on trouve tout. Tu as besoin d'une ampoule, de je ne sais quelle pile, de terre pour tes plantes, de teinture pour tes vêtements, un clou, je ne sais pas, tout se trouve là. Alors avec cette chaleur, je propose qu'on s'achète un pistolet à eau et qu'on se fasse une bataille. Alors, je ne sais pas s'il y en a, mais sûrement. Tu sais que de toute façon, dès qu'il y a une demande, ils ont la chose. Je ne suis jamais entrée ici sans trouver ce dont j'avais besoin. Il y a toujours quelque chose. Et alors, ce qui me fascine dans ce quartier, autour des grands boulevards, c'est le nombre de passages qu'il y a autour. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de jolis passages dans ce quartier? Mais ça, c'était la volonté de Napoléon III. De faire des passages partout pour qu'on puisse entrer du centre de Paris, c'est-à-dire du Mont-Saint-Michel jusqu'à l'Opéra, sans subir la boue et les intempéries. À l'époque, je ne sais pas si tu te souviens pas, mais tu sais par le dessin que les gens étaient habillés. Oui. Donc, il ne fallait pas qu'ils se salissent trop. Donc, il y a des passages partout, mais il y a des passages de toutes sortes. Et les passages, ce que j'aime dans les passages ici, que ce sont des vrais passages comme autrefois. C'est-à-dire des passages des petits commerces, un peu minables parfois. Mais ce sont des passages ordinaires. Ce n'est pas les passages de catalogue comme celui de Colbert, Vivienne. Ils sont des lieux chics et avec les commerces chics. Ici, tu peux acheter tout ce que tu veux. Au fait, à partir donc du bazar arabe jusqu'à bazar indien. Parce que maintenant, ce passage-là est devenu un passage de restaurants indiens et pakistanais. Ici, il y avait le meilleur, mais qui a fermé à cause de Covid. Parce que sans doute, il y avait beaucoup de commandes au noir, donc il avait un chiffre d'affaires qui ne correspondait pas à la réalité. Donc, il n'était pas aidé comme il faut pendant le Covid. Donc, il a dû fermer boutique et c'était racheté par Épicerie Vélan, qui est vraiment une merveille, qui s'est donc agrandie de ce restaurant. Alors, c'est une épicerie indienne? Indienne, oui. Et qui fête ses 50 ans, apparemment. 50 ans, oui. Mais sauf que cette partie, elle n'a pas 50 ans. Cette partie, c'est la partie du restaurant indien qui a fait faillite, qui s'appelait Pooja. Oui. Et qui était très connue. Et elle avait des articles dans toute la presse, parce que c'est formidable. Tu entres là-dedans, écoute, je te demande d'entrer et de sentir les parfums. Alors, je le sens d'ici. C'est incroyable. Oui. Tu entres et tu regardes les parfums. Tu viens avec moi? Oui, si tu veux, oui. Il y a un peu de bazar. Waouh, l'odeur. C'est pas magnifique? C'est incroyable. Donc il y a un peu de pacotille comme ça, mais il y a surtout beaucoup de produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, il y a des prix tout à fait convenables. Quelle folie est-ce que tu vas acheter aujourd'hui? Quelle folie je peux acheter? Il y a toutes sortes d'épices. Il y a un choix de riz absolument extraordinaire. Le meilleur du monde, c'est celui-là. C'est le basmati. Ah, ils sont tous basmati, mais dans les basmati, il y a toute une hiérarchie. Ah, je ne savais pas. Alors, Her,
C'est extraordinaire. Seulement, je ne vois pas en kilos parce que j'aurais pris encore un. Mais 5 kilos, c'est beaucoup. Peut-être 5 kilos, qu'il est c'est en beaucoup. petit. Non, mais c'est pas les mêmes que je. Moi, je suis fer. Fer ou rien. Faire ou rien. Fer ou Du coup, je dis, bon, allez, je suis descendue du train, j'ai dit, allez, vas-y, je te sorte rappelle. de choses, mais il y a par exemple. Waouh, c'est incroyable la quantité de thé qu'il y a. Non, mais tu vois, tous ces trucs-là, quand tu vas ailleurs, ça coûte beaucoup plus cher qu'ici. Ça. Cette Alors. gamme-là, Yogiti. Oui. Donc, si tu veux, tu te sers. Moi, je prends toujours Il y a des sauces pimentées, trop bien. stimulant physique parce que c'est le seul où il y a du ginseng. Oh. Voilà. Voilà, donc je prends ça. Regarde Ça, tout. c'est tout quoi? le C'est de la temps. mercerie? Comment? C'est quoi? C'est des épices ou une mercerie? Des épices de toutes sortes. De toutes sortes de choses. Mais il y a un peu de choses comme ça, de décoration aussi. Mais c'est surtout le choix, rien que le choix des poivres, on peut mourir. Jamais, je connaissais pas du tout cet Tu endroit. connaissais pas ça, Pas mais du c'est tout. un endroit extraordinaire. Il y en a des comme ça, mais qui sont plutôt au-dessus de la gare du Nord. Oui, c'est Au-dessus de la gare du Nord, et là-bas, ils sont plus populaires. Ici, c'est très bobo. Oui. Ici, c'est vraiment bobo. D'ailleurs, on voit comment est classée la marchandise. C'est vraiment bobo. À cause des quartiers qui a changé, parce que c'était pas comme ça au départ, bien sûr. Ça s'est boboisé avec les quartiers. D'ailleurs, il y a cette fameuse épicerie Jules qui s'appelait Ronalba, et qui avant était une petite boutique polonaise et qui s'adressait à la clientèle des fabricants de fourrures et de vêtements, et qui avait donc une clientèle de Juifs d'Europe centrale. Et maintenant, leur marchandise a complètement changé. Maintenant, ils ont des whisky de luxe. Là, ils sont devenus célèbres parce qu'on leur a volé un whisky à plus de 30 000 euros. C'était dans toute la presse. Quoi? Oui, ils sont passés des choses à l'époque, dis donc. Regarde tous ces piments, tous ces trucs. Et là, regarde les poivres. Il y en a 1, 2, 3, 4, 8, 12, C'est peut-être celui-là. 14. J'ai compris. Ah oui, mais C'est pas c'est lequel, d'après là. T'as pas écrit la recette dedans? Et, enfin, Ah oui, toutes sortes de... Oui. incroyable. Cet endroit est incroyable. Non, c'est un endroit incroyable. Et il y a des bonbons Haribo aussi. Non, il n'y a pas de bonbons Haribo. Non. Regarde, il y en a. C'est non, pas autant- Haribo. c'est des mélanges Non, fruits confits. Non, ce sont des fruits confits et c'est plutôt de bonne qualité. Moi, j'achète beaucoup ça parce que ça, je ne trouve qu'ici. C'est du gingembre Ce confit. sont des gingembre confits, mais entiers. Tu vois, entiers, pas en cube, pas en lamelles, parce que ça, on trouve partout. Mais ça, non. Tu vois, c'est un gingembre. C'est incroyable. Les racines entières. Confites. Et ça se trouve qu'ici. Hein. Oh, regarde, même les glaces, elles sont indiennes. Même les glaçons. Je ne sais pas, je n'ai jamais goûté. Waouh. Alors, Le cheese naan et le naan. ah, ils sont même en solde, regarde. Ah oui, et pourtant, ils ne sont pas périmés, ils sont jusqu'au 26 juillet. Et pourtant, le prix est donné en plus. C'est vrai? Oui. Je n'ai aucune idée. C'était bon comment? Que la tête, ça Parce que j'ai assez d'argent, j'espère que oui. Bonjour, chef. Madame, bonjour. J'aime beaucoup quand elle est là. 3,60, je crois. C'est ça? Samosa. Oui. Regarde, il y a même un calendrier vélo. Ah oui. Quand la dame est de bonne humeur, elle m'en donne au début de l'année. Je suis toujours de mon humeur. Ah non, je n'ai pas toujours les calendriers. Vous voulez les calendriers? Non, non, ça va. Ah bah, Jamais, je peux vous en Mais non, Tu ça veux va, pas ça récupérer un calendrier? va. Ah mais non, c'est trop tard. L'année est déjà entamée. C'est pour l'image. Bah oui. Comment? Le calendrier, maintenant, c'est pour l'image et le recette qu'il y a dedans. Bah oui, C'est vas-y, pas pour prends la le date. calendrier. Voilà, Ah. tu as un téléphone à la main, donc alors, Prends le calendrier. Tu des calendriers différents. Alors je vais avoir un calendrier, je n'y ai même pas pensé. Et à l'action. Oh, merci. Merci. On a gagné 2 calendriers. Merci, Merci beaucoup, madame. Alors, le passage Bravy, au début du siècle, c'était un bazar aussi. Il y avait beaucoup de fabricants de vêtements. Et puis après, il est tombé complètement. Mais alors complètement tombé avec la fabrique de vêtements. Et il est devenu un endroit de restaurants indiens. Et pakistanais, surtout pakistanais d'ailleurs, mais on appelle ça indien pour faire plus chic. Et maintenant, de plus en plus, il y a autre chose. Il y a des salons de beauté, il y a 2 ou 3 salons de coiffure, et tu peux te faire masser,
faire les ongles, et surtout, c'est vraiment les prix qui sont vraiment incroyables par rapport à ce que ça coûte en ville, quoi. Ouais. J'ai d'ailleurs un ami philosophe qui vient ici se faire couper les cheveux, ça coûte, je crois, 6 €. Alors, Et il donne 10 de pourboire. alors, Eva, toi qui as autant de décennies parisiennes derrière toi, une fois tu m'as dit la phrase la plus parisienne que j'ai jamais entendue. Tu m'as dit que tu t'étais fait draguer par Raymond, le philosophe dont le restaurant préféré était le Méditerranée. C'est un grand écrivain français qui t'avait dragué. Il était homosexuel, mais il t'avait dragué. Aragon. Oui, Louis Aragon. Oui. Oh, il m'a pas vraiment dragué, seulement il m'a regardé, il a dit je sens que je veux me remettre aux femmes. Ça, c'est le truc le plus parisien que j'ai jamais entendu. Ça tu ne peux pas entendre parce qu'il a dit ça probablement qu'à moi. Un jour il a dû être bourré, quoi. Mais alors, t'as rencontré qui comme sommité parisienne dans ton histoire? Parisienne, mais Vitesse avec qui j'ai bossé, Sobel avec qui j'ai bossé. Non, j'ai pas bossé avec Sobel, mais j'ai bossé avec Vitesse, oui. Pendant beaucoup d'années. Et regarde, je te conseille cette boutique. C'est les chaussures vraiment qui sont fabriquées au Portugal. D'accord. Qui sont souvent en fin de série ou les usines qui ont fait faillite. Comme accessoires, par exemple, ou comment s'appelle cette usine française de référence qui chaussait à Gianni, mon Dieu. Je saurais pas te dire. Non, mais les chaussures françaises les plus célèbres qui ont fait faillite aussi d'ailleurs. Et donc tout ça se trouve ici, c'est-à-dire tu as ici vraiment les chaussures de luxe, au moins de luxe pour hommes ou femmes, magnifiques. Alors, je suis fascinée par le restaurant à côté qui s'appelle Recrute Stagiaire. Alors écoute, c'est les cafés les plus snobs de Paris. C'est vrai? Il y a déjà 10 ans, les cafés coûtaient 6 € alors qu'ils coûtaient moins de 5 au Flore. 6 € il y a 10 ans? Oui. Mais c'est quoi ça? Ah, maintenant, je ne sais pas parce qu'ils ne veulent pas vendre le café. Ah bah c'est qui comme stagiaire qui peut venir ici avec le Ils ont café? changé de nom. C'est un peu moins crade que c'était, mais c'est toujours crade. D'ailleurs, à côté, il y a un immeuble où habitait Alexandre Dumas. Ah, Pendant 4 ou 5 ans. Il y a d'ailleurs c'est une juste à plaque côté, un il y a peu une plus plaque. loin. Oui, il y a une plaque, je la vois. Tu la vois? Où Ouais, ça? regarde, elle est là. Ah, mais oui, c'est un peu caché. Donc Dumas habitait là. Alors, est-ce que tu veux qu'on regarde combien coûte le café ici? Ah, je ne sais pas, demande. Ah, il y a un quiz. Excusez-moi. Bonjour. Il n'y a personne ici. Bonjour. Excusez-moi. Petite question, il est à combien le café ici? On n'a pas de café. On est un bar à cocktail. Et il est à combien le cocktail? Le cocktail est à 15 € à peu près, en moyenne. Ça marche. Ça marche. Regarde juste là, oui. Merci beaucoup. Non, mais... Alors, mystère levé, il n'y a plus de café, mais c'est toujours aussi snob. Le cocktail est à 15 € en moyenne, soit à peu près le prix Autant que dans les grands hôtels. Exactement, soit à peu près le prix d'un cocktail au Ritz. Mais il faut que tu me dises ce que toi, tu aurais aimé dire à Eva qui a débarqué ici en 65 en pleine élection de De Gaulle. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je voudrais qu'on réalise quelqu'un de cette pointure-là. Mais qu'est-ce que tu dirais à ton Eva, à toi? Mais à mon Eva, c'est que je voudrais pouvoir voter. À l'époque, je ne pouvais pas. Et j'aurais aimé voter à quelqu'un comme lui.